Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Welcome to today's online event featuring a very great panel. We'll be speaking about the Francophone newcomer experience, l'expérience des nouveaux arrivants francophones. Before we begin today's event, we'd like to begin with an acknowledgement that N4 and our collaborator, SSF, are located in Ottawa, Ontario, which is built on unceded Algonquin and Anishinaabe territory. The peoples of the Algonquin and Anishinaabe Nation have lived on this territory for millennia, and we honor them in this land. Their culture and presence have nurtured and continue to nurture this land. We also honor all First Nations, Inuit, and Métis peoples and their valuable past and present contributions to this land. My name is Andrew Tomeyer. I go by the pronouns he, him, and I'm the education coordinator with N4. Our co-host is Mariah Maddock, who will be monitoring the Q&A box today. Today's panel will be hosted in collaboration with Société Santé en Français, and as such, our moderator for the discussion will be Antoine Décevez. Antoine is the Executive Director for Société Santé en Français. Antoine has been working with SSF since 2011 and has interdisciplinary experience in governance, public policy, international policy, and communications. Before joining SSF, he worked for the federal government and for the University of Ottawa, while also carrying out a wide variety of volunteer assignments. Antoine holds a bachelor's degree in applied policy studies from Université de Sherbrooke and a master's degree in public and international affairs from Université d'Ottawa. Welcome, Antoine. I'm pleased to introduce you as well to today's panelists, Lucetta Mpendu, Benjamin Stahl, and Juan Manuel Toro Lara. In 1999, Lucetta founded the Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society, where he became the executive director and ambassador for the fight against racism. Lucetta is from the DRC, and he arrived in Canada in 1987. He studied at Université de Montréal, where he obtained his Bachelor of Management from École des Hautes Études Commerciales. He has more than 20 years of experience in various fields, including social, cultural, and economics, with Francophone minority communities in Canada. Benjamin is the Executive Director of Réseau Santé Colombie-Britannique and has more than 17 years of experience in community and international projects. Coming from France, Benjamin is a fierce advocate for better access for Francophones to healthcare in French. He has implemented several large-scale projects specifically targeting Francophone newcomers, such as La Santé Mentale en Saint-Paul, which aims to equip young Francophone immigrants in their integration through mental health support, as well as Acquis en Santé, whose goal is to help settlement agencies better understand the particular health-related needs of newcomers. Juan is a Colombian refugee who arrived in Canada 21 years ago. Monsieur Toro Lara graduated in social work from Université de Sherbrooke and has extensive work experience in the process of integrating refugees, immigrants, and international students. Monsieur Toro Lara holds a position of Directeur Gestion Intégrée des Inscriptions at the Collège Communautaire de Nouveau-Brunswick. He has over 18 years of professional experience in Canada in the field of immigration and cultural diversity. His experience has allowed him to work with a diverse audience in overseas recruitment processes and in the integration of newcomers to New Brunswick. Welcome all. Today's session is being recorded and will be uploaded to our N4 platform. We'll share this with you as soon as it becomes available. Should there be any technical issues during this webinar, we'll inform you with details for an alternate makeup session. And before we begin today's event, I would like to take a moment to introduce you to a couple platform features to enhance your participation experience. Throughout today's session, we invite you to write your questions in the Q&A window. We know that sometimes many of you might have the same question or be interested in a particular response. Today, you have the option of upvoting a question. Please upvote questions you're interested in hearing the answer to, and we'll prioritize which questions we pose to the panelists first. As well, today's panel discussion will include conversations in French and English. And as such, we have a live interpreter, Catherine, available from the Language Marketplace. Thank you, Catherine. To utilize the interpretation services, along the bottom of your window, there's an interpretation option. Please select that and check the appropriate language option to listen to the panel discussion in either English or French. Our panelists today have no conflicts of interest to declare. And with that said, I will pass it over to Antoine to begin the discussions. Thank you, Antoine. Merci, Antoine, Benjamin, and Lucetta. And Juan. Thank you, Andrew. It's a pleasure to be here with you, everyone, today. For those who don't know Société Santé en Français, we are a national not-for-profit organization who aims to increase access to health services in French for the million Francophones living in a minority setting in Canada.
For the last 20 years, we've been supporting 16 French language health networks in every province and territories outside of Quebec. And those networks themselves support their own health systems, improving access to services adapted to the language and culture of Francophone. We officially got involved in the topic of immigration for newcomers, French-speaking newcomers to Canada about a year ago, thanks to the support of the Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, which then allows the networks to get involved into growing the capabilities to better address the needs of French-speaking newcomers to Canada. Through this project, N4 ended up contacting us, partly to create better links with the French-speaking newcomers, and also to learn learn more about the specific realities that these people face, which explains the webinar today. Canada is a bilingual country with both English and French identified as their official languages. With that, Francophone newcomers have the opportunity to use their French language skills effectively to live and prosper in a new community. The majority of Canada's Francophone communities exist in Quebec, but there are various Francophone communities across the country. Due to placement situations and requests to move to affordable neighborhoods, this leads to some conflicts in finding a home where there is some proficiency in French, when French is the newcomer's first language spoken and read. The following panel discussion today will review the opportunities and difficulties faced by Francophone newcomers, and will cover the following. First of all, what difficulties and barriers have been seen for Francophone newcomers moving to Canada? Second, what efforts have our systems made to integrate Francophone newcomers to their new home? And third, what can N4 members do to help Francophone newcomers thrive in Canada? As a reminder, my name is Antoine Desilets. I will be the host of this panel. I am Executive Director for Société Santé en Français, and our three panelists are Benjamin Stoll, Executive Director for Réseau Santé Colombie-Britannique in Vancouver, BC. We have Juan Manuel Toro-Lara, Director of the Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick in Edmundston, New Brunswick. And we have Luqueta Mpindu, Executive Director of Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society in Edmonton, Alberta. Thank you, everyone, to be here today with us. We'll start the presentation today with a short presentation from Benjamin, who will give us a few, will address some of a study that happened in BC to get a better understanding of the physical and mental health needs of Francophone newcomers. Benjamin, you have about 15 minutes for your presentation. Thank you very much. Merci beaucoup, Antoine. Share my screen. Bonjour à tous, mon nom est Benjamin Stoll. Je vous parle aujourd'hui des territoires non cédés des peuples Tsleil-Waututh, Squamish et Musqueam, où j'ai l'honneur de travailler et d'habiter. En 2018, nous avons choisi de nous intéresser à la santé des immigrants, et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, toutes les conséquences qu'il y a eu pour notre réseau et pour notre communauté. Je vais commencer par vous parler de qui est Réseau Santé. Cet organisme existe depuis 2003 et nous sommes l'interlocuteur privilégié du ministère de la Santé provincial. Nous aidons les francophones à connecter avec les différentes parties prenantes qui constituent notre écosystème. Nous travaillons principalement avec les professionnels de santé et la communauté, mais aussi les institutions de formation, les gestionnaires de services. Les régies de santé aujourd'hui sont à notre écoute pour comprendre comment toucher mieux les francophones qui ne parlent pas anglais ou qui ne sont pas capables de consommer des services existants. Nous travaillons aussi de près avec les décideurs politiques afin de faire changer les politiques de services pour les francophones. Nous faisons partie d'un grand mouvement au pays, qui est le mouvement de la santé en français, mené par la Société Santé en français. Et comme vous pouvez le voir, dans chaque province et territoire, hormis le Québec, vous avez un réseau ou 3 réseaux en Ontario et Nouveau-Brunswick, qui vous permet de trouver des ressources en français et de connecter localement avec des experts de la santé en français. Donc, j'insiste vraiment sur cet aspect-là de façon à ce que vous soyez capable de trouver les bons interlocuteurs localement qui pourront vous aider à mieux saisir les enjeux que les communautés rencontrent. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui caractérise la santé des immigrants colombie-britanniques. L'étude que nous avons faite en 2018 a été financée par l'Agence de santé publique du Canada. Et grâce à eux, nous avons pu
aller plus en profondeur dans la réalité des francophones nouvellement arrivés. Tout d'abord, on a à peu près autant d'hommes et de femmes qui ont répondu à l'enquête, ce qui est une bonne chose, car d'habitude, nous avons plus de femmes qui s'intéressent à la santé, et donc la population francophone aujourd'hui est vraiment équilibrée entre les hommes et les femmes. L'autre point qui nous a beaucoup intéressé, c'est que vous entendez que j'ai un accent français, et je viens de France. Il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Europe, que ce soit de France, de Belgique, de Suisse, pour les pays francophones. Et ensuite, on a été assez surpris de voir que l'Asie et le Moyen-Orient étaient les deuxièmes plus grands contributeurs à l'immigration. Effectivement, on a des représentations d'associations africaines, des migrants africains francophones, qui sont très présentes et qui nous permettent justement d'aller travailler avec eux. Et on n'avait pas beaucoup identifié cet aspect venant d'Asie et du Moyen-Orient. Donc on est très heureux d'avoir fait cette étude statistique pour aller mieux comprendre les besoins de chacun. La première chose qui nous attriste, parce que c'est des constats qui sont effectivement difficiles parfois, c'est que même si les immigrants arrivent avec une bonne santé en général de leur pays d'origine, hormis ceux qui sont souvent ceux qui sont passés par des camps de réfugiés ou qui ont des conditions d'immigration très compliquées, mais globalement, les immigrants arrivent avec une bonne santé. Le problème étant que lorsqu'ils changent de culture, lorsqu'ils changent de contexte de vie, leur santé se dégrade. Et donc, dans les 18 premiers mois de l'immigration de quelqu'un, il y a des changements très, très forts qui s'opèrent sur les simples et bonnes raisons que le milieu va être différent, mais aussi l'alimentation qu'ils vont avoir et aussi, par exemple, l'exposition au soleil. Donc là, on rentre dans la période automnale et bientôt hivernale. Les populations caribéennes et africaines, on s'est aperçu qu'elles manquaient de vitamine D. Donc, l'exposition au soleil n'est pas suffisante en Colombie-Britannique. Et donc, on s'est aperçu justement dans cette étude-là que c'était un besoin qu'ils avaient d'avoir un supplément en vitamine D, qui peut mener parfois à des enjeux de santé mentale légers, des dépressions légères. L'autre chose aussi, c'est que les femmes se considèrent en plus mauvaise santé mentale que les hommes. Là, c'est ce que les participants ont déclaré, et quand on a approfondi un petit peu, on s'est aperçu effectivement que les femmes avaient plus de facilité à exprimer leurs enjeux, notamment de santé mentale, et du coup, on estime qu'il y a un certain biais du fait que les hommes trouvent que ces sujets-là sont plus tabous, notamment dans certaines populations ethnoculturelles. Ce qui caractérise encore les immigrants francophones en Colombie-Britannique, c'est qu'ils sont plus jeunes que les francophones de manière générale. Donc, c'est une population qui est plus mouvante parfois et qu'il faut arriver à capter pour trouver les meilleures ressources à leur offrir. Donc, c'est des jeunes qui sont parfois, souvent là pour améliorer leur anglais et qui ne trouvent pas forcément les ressources quand ils en ont besoin au niveau de leur santé dans le système. Donc, c'est ce qu'on a adressé justement dans cette étude. Les principaux facteurs pour cette étude-là qui sont ressortis, c'est que le coût de la vie à Vancouver, en Colombie-Britannique, est très élevé et c'est ce qui fait que le stress premier et les finances personnelles. L'autre enjeu, c'est le manque de temps. Quand les immigrants arrivent en famille ou quand ils doivent gérer, trouver un logement, trouver un emploi, gérer des aspects personnels de leur vie, on a entendu justement dans les témoignages que le manque de temps était quelque chose qui était très stressant pour eux. Et enfin, les responsabilités personnelles, parfois les immigrants arrivent en premier et leur famille est restée dans leur pays d'origine. Et donc, ça crée un stress sur eux qui est très, très fort de réussite. Donc, on leur a dit, voilà, tu as eu la chance d'arriver au Canada, maintenant il faut que tu réussisses pour pouvoir nous supporter, soit pour venir te rejoindre, soit pour nous envoyer de l'argent au pays. Donc, ça, c'est les choses qui sont les plus importantes pour les immigrants. Le deuxième point, au niveau de la santé plus particulièrement, les normes culturelles sont très différentes. Je parlais de la santé mentale à l'instant. Dans certaines cultures, la santé mentale est un vrai tabou. Donc, il faut parler plutôt de bien-être mental, il faut pas parler de ça comme une maladie, il faut essayer d'aller comprendre la façon dont s'exprime l'immigrant et lui apporter les meilleures ressources pour lui. Sur
sur le point plus particulièrement de la santé mentale des jeunes immigrants, qui était un focus qu'on voulait approfondir, on s'est aperçu que les jeunes, comme je disais à l'instant, parfois sont l'espoir de leur famille. Et donc, du coup, ça leur amène beaucoup de stress dans leur déploiement. Ils sont parfois en double ou triple minorisation quand ils sont d'origine culturelle différente, ou les personnes d'origine noire ou d'origine maghrébine se retrouvent parfois avec beaucoup de pression sur eux. On a développé des outils pour répondre à ces différents enjeux auxquels font face les gens, l'isolement, les conflits intergénérationnels avec justement les parents qui ont immigré par choix et les enfants qui se retrouvent entre deux cultures et qui n'ont pas choisi d'être là, le stress lié à la pandémie, bien sûr, la réussite sociale. Et on a découvert que le racisme était un vrai sujet dans les écoles et qu'il n'était parfois pas assez nommé. Donc, les projets qu'on a développés autour d'une plateforme Internet et d'une application ont permis à ces jeunes-là d'avoir vraiment un support et on a été heureux de voir que ça leur servait à réduire leur stress. L'approche que nous avons faite était basée sur des données probantes. C'est toute une recherche qui est développée avec ça et que je vous partagerai si vous êtes intéressés. Le résultat, c'est que les jeunes issus d'immigration francophone sont maintenant capables et outillés pour gérer leur santé mentale. Pour vous outiller, vous, en tant qu'agent d'établissement ou personne dans le milieu académique ou de la santé, on a développé des ressources qui sont accessibles aussi pour vous, notamment l'application Speakbox, en partenariat avec notre partenaire Speakbox, qui est un journal d'humeur et des activités que dans lesquelles vous pouvez naviguer. Ça donne l'occasion à des jeunes, justement, entre 13 et 25 ans, de découvrir des outils de méditation, des audio-guides, des vidéos, des ressources des quiz, des choses interactives, de façon à leur aider à mieux comprendre et à mettre des mots sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas forcément avant d'arriver ici. Pour vous, plus spécifiquement, pour aider les familles en général, on a développé tout un guide de santé qui vous permet de passer à travers 15 rubriques très claires selon les différents publics qu'on peut servir, les aînés, les femmes, les personnes de la communauté LGBTQ, mais aussi des thèmes que la santé au travail. Une fois qu'on arrive sur le marché du travail, dans un contexte différent culturellement, on va avoir aussi des stress qui vont être différents. Ce guide est disponible en version papier et en PDF, et vous retrouverez justement des moyens d'aller en ligne, retrouver des vidéos, retrouver plus de contenu. Donc, c'est une présentation qui est extrêmement rapide pour survoler les enjeux que reflètent les immigrants. Ce qu'il faut retenir, c'est que les immigrants ne sont pas forcément conscients qu'ils vont avoir des enjeux de santé. Ils sont très conscients de trouver un emploi, de trouver un logement, mais la santé passe après. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme ils ne s'en préoccupent pas, je parlais tout à l'heure de vitamine D, leur santé va se dégrader, et le moment où ils vont devoir s'en préoccuper, ils ne seront pas forcément capables de trouver les services en français. Donc c'est là où justement, vous avez un grand rôle pour les aiguiller vers des ressources qui peuvent les aider. C'est pour ça que je mentionnais les réseaux à travers tout le pays qui sont capables de vous trouver des professionnels qui parlent français, des professionnels de santé qui parlent français, des ressources en français et surtout de mettre en connexion ces gens-là à travers le pays. Voilà pour moi. Je suis disponible sur les coordonnées que vous avez ici et je répondrai à vos questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Thank you very much for the presentation. It's always very interesting to hear more about what Réseau Santé does. We have prepared a few questions for our panelists. The structure of this webinar will, I'll first ask 2 questions to each panelist, and then we'll open up the floor to the attendees. If you have questions and answers, don't hesitate. If you have questions, don't hesitate to use the Q&A box that is available on Zoom. Our first question, before I jump to the first question, I will ask each panelist to keep their answers to about 3 minutes for each of the questions. So first of all, Francophone newcomers arrive here with some assumptions that where they will live will accommodate to their French language proficiency. In some cases that is true, and in others, in several of the cases, it may not. From your experience, may it be professional or personal experience, what challenges and barriers have you seen from Francophone newcomers when moving to Canada? To open up the first question, I will go to Juan. Juan, you have about 3 minutes to answer the question. Thank you. Juan, I don't think we hear you.
I think maybe we'll try to fix your sound. I will quickly go to Luqueta as we try to fix Juan's sound. Luqueta, merci beaucoup. 3 minutes to answer the question, and maybe the technical team can get in touch with Juan to try to fix the sound. OK. Merci beaucoup, Antoine. Je dirais que pour ma propre expérience et surtout en travaillant avec la communauté immigrante francophone de l'Alberta, les obstacles que vivent souvent les immigrants quand ils arrivent ici, j'ai vu même dans la présentation, on parle des barrières linguistiques. À part les barrières linguistiques aussi, et ils ont des difficultés au niveau de leur accréditation, de leur, disons, profession. Ça c'est une question que le Canada a souvent, disons, des difficultés à régler cette question de la reconnaissance des acquis. Et aussi, il y a aussi les problèmes qui touchent surtout les déterminants de la santé, tels que, disons, il faut avoir un bon logement, il faut avoir un bon emploi, il faut être en bonne santé et tout. Alors, ce sont ces facteurs-là qui ont même pu nous aider à la création de notre organisme Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society, où on mettait l'emphase sur une stratégie qu'on appelait SPLEX. SPLEX, où on devait mettre l'accent sur la santé et puis au niveau professionnel et aussi au niveau des loisirs, au niveau de l'éducation, au niveau aussi des activités sportives. Ça, ce sont des choses qui pouvaient aider un immigrant quand ils arrivent ici pour qu'il puisse sortir de toutes ces difficultés que nous avons ici. Sans oublier les racismes aussi. Le racisme, c'est un point qui touche aussi beaucoup des immigrants quand ils arrivent ici. On a mis en place un programme de la caravane contre le racisme et la discrimination dans nos écoles et dans la communauté. Alors ça, ce sont des choses qu'on a mis en place et puis aussi travailler aussi sur la question de la collaboration avec la police parce que ces immigrants-là vivent beaucoup de problèmes de profilage racial. Ça, c'est un problème aussi qui freine l'intégration des immigrants dans la communauté. Et les conflits intergénérationnels, ça, c'est un autre point où on constate que ça pose beaucoup de problèmes au niveau des familles immigrantes quand ils arrivent ici. Alors, une autre question, c'est la sécurité aussi. La sécurité, ça, c'est un point qui nous touche beaucoup, qui nous guette parce que nous avons un problème des jeunes qui font face à la loi. Alors, avec ces jeunes-là aussi, il faut voir comment est-ce qu'il faut travailler avec les familles et tout. Et la question aussi de la surreprésentation de ces jeunes-là dans les milieux carcéraux, ça pose encore un problème d'intégration au niveau de la communauté. Voilà en quelques lignes, disons, toutes ces difficultés-là que ces jeunes-là ou leurs familles vivent quand ils arrivent ici. Ça, c'est le travail que nous faisons et nous continuons à travailler avec ces communautés. Merci. Merci beaucoup, Luqueta. Juan, we're going back to you. Is your sound working now? J'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, Juan. Je te donne la parole. Donc, merci Antoine. La question des obstacles à l'immigration, à l'intégration des immigrants francophones est évidemment avec la diversification de l'immigration et le nombre d'origines qui ont augmenté et ça a augmenté aussi les variables qui sont nécessaires à tenir compte si on veut assurer une intégration réussie de chaque individu. Et moi, je dirais qu'un défi important, c'est de combler l'écart entre la méconnaissance du milieu de la part de nos immigrants et le milieu lui-même. Donc, évidemment, lorsqu'on se prépare pour un projet migratoire, et en fonction de nos catégories d'immigration, on a différentes possibilités de se préparer ou pas à une arrivée réussie ou moins réussie au Canada et donc à une intégration beaucoup plus rapide ou moins rapide. Si je suis un réfugié et que tout d'un coup on me dit, comme dans mon cas, on me dit Juan, le Canada te protège, tu vas te retrouver à Sherbrooke au Québec lundi matin. Et le temps de me préparer pour arriver à Sherbrooke au Québec en étant un immigrant qui ne parlait pas la langue française est vraiment minime et dont les obstacles ont été énormes au moment d'arriver.
C'est différent à quelqu'un qui a le temps de se préparer et plusieurs années, qui bénéficie de beaucoup d'accompagnement pour naviguer le système. Donc, je dirais que ce décalage-là entre les attentes de nouveaux arrivants et les possibilités et bien les services qui sont offerts dans la communauté, et ce décalage-là nécessite d'une attention particulière. Et je dirais plutôt, plus qu'une attention particulière, une attention individualisée qui tient compte de l'origine, du parcours, de la trajectoire de la personne qui arrive, pour qu'on puisse l'aider à naviguer adéquatement le système, le milieu de vie canadien. Merci beaucoup, Juan. We're now going to move to Benjamin. Benjamin, you have about 3 minutes, but the other panelists were nice enough to give you some extra time if you need to go over. Go ahead, Benjamin. I won't be long. Merci beaucoup, Antoine. Les enjeux soulevés par Juan et Luqueta, effectivement, sont fondamentaux. L'écart entre la perception de l'immigrant, de ce qu'il va avoir, et la réalité du milieu est parfois très, très grande. Et même quand il existe des ressources en français via des organismes qui ont été dédiés par IRCC ou par Santé Canada pour accueillir ces immigrants francophones, la connexion à ces ressources-là est très difficile. Parce que, comme disait Juan, si l'immigrant arrive seul ou arrive pour rejoindre une communauté, la réalité est très, très différente. Ce qui se passe aujourd'hui en Colombie-Britannique, c'est que le coût de la vie est tellement pesant que les immigrants vont se retrouver parfois en précarité ou avec des difficultés financières telles qu'ils vont s'éloigner des centres urbains. Et du coup, plus on s'éloigne des centres urbains, moins on a de services. Et donc, c'est la grande difficulté que rencontrent les agents d'établissement, c'est de rejoindre les personnes qui sont installées dans des petites villes. Et donc, ça crée beaucoup de poids sur les ressources francophones. Donc, c'est à tous les agents d'établissement, où qu'ils soient, d'arriver à rejoindre ces personnes-là et, comme disait Juan, prendre en compte l'individualité de la personne et lui apporter les ressources qui lui sont importantes. C'est pour ça que, grâce à des réseaux comme N4 ou d'autres réseaux comme la SSF, avoir du maillage et de la résilience au niveau national pour les francophones, c'est très important. Parce qu'une ressource en français qui existe au Nouveau-Brunswick sur le diabète peut servir à un francophone qui arrive en Colombie-Britannique. Et inversement, des choses sur la santé mentale qui existent ici peuvent être déployées dans d'autres parties du pays. Donc, c'est vraiment penser à avoir cette approche globale. Les enjeux que rencontrent les immigrants sont très complexes. Avoir une vraie ouverture d'esprit et une vraie humanité par rapport à des profils qui sont plus complexes. Les questions de genre sont des choses qui sont très difficiles, notamment pour les personnes qui arrivent de pays où ils ont été marginalisés. Et c'est à nous aussi de se former pour être capable d'accueillir ces personnes-là de la bonne manière. Donc, pour finir, je voulais juste prendre le cas d'une personne qui était transgenre et qui s'est retrouvée auprès du système en Colombie-Britannique qui n'a pas vraiment su apporter les bons outils ou la bonne façon de s'exprimer auprès de cette personne-là. Et donc, c'est une personne qui a développé des enjeux de santé mentale par la suite. Et donc, c'est ensuite le système qui récupère ces personnes un peu cassées et qu'il faut accompagner. Donc, les gens ne vont pas forcément se livrer à vous, mais il faut être capable de recevoir leur réalité et d'être formé pour ça, pour justement les accompagner. Voilà, pour enchaîner. Thank you, Benjamin. Thank you to all three panelists for the first question. There's a few keywords that I think came back in those presentations, thinking of vulnerability, isolation, the need for better connections, a lot of unknowns. And I think it leads well into our second question. Second question is, what have you found works well when integrating Francophone newcomers to their new Canadian home, either in your own experience or when assisting others? For this time, we'll start with Benjamin. Nope, we'll start with Luqueta for this first question. Luqueta, you have about 3 minutes. Oh, Luqueta, you are on mute. Thank you. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu quand même pas mal d'initiatives au niveau fédéral qui ont pu aider nos communautés, disons, francophones avec les comités directeurs et citoyenneté Immigration Canada et les communautés
en situation minoritaire francophone. Alors ça, ce sont une initiative qui a beaucoup aidé nos communautés à avoir des infrastructures d'accueil pour quand même accroître la capacité de nos immigrants, disons, francophones dans nos communautés, puis aussi à avoir quelques infrastructures d'accueil pour les aider à leur intégration. Ça, il faut reconnaître ça. Ça a beaucoup aidé à avoir des programmes pour l'intégration, disons, des familles immigrantes francophones, et avoir différents programmes pour l'intégration des jeunes, aussi travailler au sein de nos écoles pour l'intégration de ces jeunes immigrants francophones-là. Je pense qu'à notre niveau de la GIFAS, nous avons aussi pu avoir quelques programmes pour aider l'intégration de ces jeunes-là à travers les programmes comme Jeunesse, jeunes ambassadeurs itinérants, où on donne le leadership à ces jeunes-là à s'intégrer dans la communauté, avoir, disons, un modèle aussi dans la communauté. Je peux voir aussi les programmes comme les programmes des candidats de la province, bien que ça n'a pas vraiment donné beaucoup d'impact dans nos communautés francophones. Ça, j'interpelle même nos communautés pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ces programmes-là aussi, pour qu'on puisse avoir des professionnels francophones dans nos communautés. Et je vois aussi les programmes comme Express Canada aussi, qu'on a mis en place pour aider nos communautés. Alors, c'est à travers tous ces programmes-là qui ont pu aider quand même nos communautés. Mais il y a encore des défis à relever. Nous avons toujours des défis à accroître aussi notre capacité d'accueil avec les 4,4% qu'on aimerait toujours améliorer la démographie de nos communautés. Ça aussi, ce sont des défis que nous devons relever à nos communautés. Il faut reconnaître qu'il y a quand même pas mal des efforts que le gouvernement a fait pour nos communautés, mais il en reste encore des choses à développer à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, Luqueta. Our second panelist on this topic will be Benjamin. Effectivement, la cible de 4,4% d'immigrants francophones est quelque chose qui peut paraître un peu utopique. Lorsqu'il y a une déclaration politique et des engagements qui découlent de ça, on est toujours heureux de l'entendre dans nos communautés francophones. Par contre, la réalité sur le terrain est parfois plus difficile. Donc effectivement, il y a eu des investissements qui ont été faits pour renforcer l'accueil professionnel de ces immigrants, donc des agents d'établissement qui sont maintenant capables d'avoir des ressources pour accompagner ces personnes-là. Ça, c'est une bonne chose. La difficulté, c'est que la plus grande partie des immigrants rencontrent d'abord des anglophones qui ne sont pas forcément conscients qu'ils doivent référer à des agents d'établissement francophones pour aider des francophones. Donc ça, c'est quelque chose que je souligne et qui a été très bien pensé par IRCC justement. C'est le fait de mettre une clause dans les ententes avec les partenaires anglophones pour leur dire que des francophones doivent s'occuper de francophones pour des raisons que j'ai citées préalablement, notamment au niveau culturel et ethnoculturel. Donc, c'est des bonnes initiatives qu'on a vu naître. Le fait, par exemple, que la Société Santé en français et ses réseaux aient reçu du financement sur la partie santé, je trouve que c'est une vraie prise de conscience de la part du gouvernement pour aller accompagner les immigrants sur ces questions-là et les agents d'établissement sur ces questions-là, qui sont très délicates et très sensibles. Donc, il y a des bonnes initiatives, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, et c'est ensemble qu'on parcourt ce chemin, et donc c'est grâce à la collaboration qu'on peut avoir avec le milieu dans lequel on se trouve qu'on arrive à créer des bonnes collaborations qui vont apporter une vraie réponse aux immigrants. Et je tiens à souligner que quelqu'un qui est unilingue anglophone peut parfois faire un meilleur travail qu'un francophone bilingue. Et je souligne ça parce que ce n'est pas la maîtrise de la langue qui fait la différence auprès de l'immigrant, c'est la volonté de vouloir aider cette personne-là. Et j'ai rencontré des gens formidables qui ont fait vraiment la différence au niveau de l'installation de programmes grâce à cette bonne volonté d'aller pousser le système à changer et d'aller vraiment comprendre les besoins des immigrants. Donc la langue n'est pas forcément gage de bons services. C'est surtout l'énergie que va mettre la personne pour aller accompagner les immigrants. Merci beaucoup, Benjamin. Juan, you are the last to answer this question. Donc,
J'ai eu le privilège, depuis que je suis arrivé au Nouveau-Brunswick en 2005, ça fait 16 ans, j'ai eu le privilège de constater la transformation au niveau des services offerts aux immigrants francophones dans la province. Et donc, j'ai pu dire facilement qu'on a passé dans les communautés francophones en situation minoritaire, on a passé facilement en 15 ans d'une approche artisanale des services vers une approche un peu plus professionnelle, professionnalisante, et qui est évidemment appuyée par les investissements du gouvernement fédéral et provincial dans des services spécialisés pour les immigrants. Lorsqu'on parle du domaine de la santé et qu'on fait face à une diversification de la clientèle immigrante, et on accueille à la fois de nouveaux arrivants qui vont être des utilisateurs du système de la santé, et on accueille aussi de nouveaux arrivants qui voudraient être des professionnels qui travaillent dans le domaine de la santé. Et tous les deux nécessitent d'un accompagnement précis et spécifique qui leur permet de naviguer le système et d'apprendre à fonctionner dans ce système-là. Lorsqu'on parle de l'intégration professionnelle, c'est pas un secret pour personne, mais le Canada, c'est probablement l'un des pays les plus réglementés au monde. Et les professions sont réglementées dans chaque province avec parfois des réglementations différentes qui sont souvent méconnues par des professionnels qui viennent de notre pays. Et je prends mon exemple en Colombie pour exercer comme infirmier. Toi, tu as réussi tes cours à l'université et obtenir ton diplôme et aller au marché du travail sans avoir à faire des examens professionnels supplémentaires. Donc, quelqu'un qui vient d'un de ces pays-là s'attend probablement à mettre à profit son expérience, sa formation, son expertise rapidement dans un milieu qui se dit dans des besoins importants au niveau des professionnels parce qu'on est en pénurie. Donc, si on ne travaille pas sur l'aiguillage de cette personne-là pour l'aider à gérer ses attentes, probablement qu'on n'aboutira jamais à trouver des solutions pertinentes pour l'intégration professionnelle. Je termine en disant qu'au niveau de la personne qui arrive et qui nécessite d'apprendre à naviguer le système, ici au Nouveau-Brunswick, il y a une idée qui a été développée durant les dernières années par la Société de santé en français, c'est le guide santé pour les nouveaux arrivants. C'est la Société en santé et mieux-être qui a mis ça en place à l'aide de 12 partenaires qui se sont mobilisés pour mettre sur papier un petit guide qui est vraiment simple, mais très important et très pertinent pour aider les nouveaux arrivants francophones à mieux naviguer le système de la santé de la province de Nouveau-Brunswick. Je termine avec un exemple. Chez nous en Colombie, par exemple, lorsque j'étais jeune enfant et que j'avais un problème de santé, que ce soit un petit problème, un problème moyen, un problème grave, ça se terminait toujours à l'hôpital. Et j'aurais pu continuer sans apprendre à naviguer le système, utiliser l'hôpital et les urgences ici à cause que j'avais un petit mal de tête ou à cause que j'avais un petit raflerule dans son bras. Donc, c'est des exemples qui pourraient paraître anodins, mais qui au moment d'accompagner une personne pour l'aider dans son intégration deviennent importants si on veut que ces personnes-là puissent mieux connaître et mieux fonctionner dans le système canadien. Thank you, Juan. A few key points that I heard. Very interesting conversation. I've heard about the importance of the support from various levels of government and how the actions on youth can have a strong impact. That workforce and the capacity to address the needs of Francophone needs came in a lot of different ways. One, as the increase of Francophone immigration will increase the need for capacity, but also how they can contribute themselves to the same capacities. And I highlight the point that Benjamin made, that it's not only Francophones that can serve Francophones. There's a way to better address the needs of Francophone immigrants, even if you don't speak French. It's about the capacity and the openness. Thank you for all panelists for your answers to this question. We're now going to turn to you, the audience. There's a few questions that were asked on the Q&A box. I will go to the first one. And for the panelists, if you are interested in answering that question, please raise your hand, wink, do something that I notice you, and I will I'll give you speaking rights. The first question we have is, are there needs for more funding to support the availability of resources for the Francophone newcomers? How responsive is the government? Any one of our panelists interested in how the government can better help you out?
Benjamin? Je voudrais souligner l'effort qu'a fait l'Agence de santé publique pour justement ouvrir des programmes à des populations comme les jeunes immigrants. On a bénéficié justement de ce programme d'innovation, de fonds d'innovation sur la promotion de la santé mentale. Et on est un des seuls programmes au pays à s'occuper des jeunes immigrants en Colombie-Britannique et en Alberta. Donc, je dirais que le gouvernement fait des efforts. C'est très compliqué d'aller chercher des fonds supplémentaires pour les organismes comme nous. Ça demande beaucoup de ressources en interne et beaucoup de temps pour aller remplir ces longues applications. Qu'est-ce que pourrait faire de mieux le gouvernement? C'est peut-être équiper plus naturellement, avoir moins de compétition entre les acteurs sur le terrain, pas forcément passer par une application, mais lancer un programme qui soit intégré au système. Ça, c'est quelque chose qui pourrait faciliter la vie des personnes et avoir des relais sur le terrain. En fait, toujours devoir référer à Ottawa, c'est quelque chose qui peut être parfois déconnecté de notre réalité. Donc, avoir plus de relais au niveau des provinces et territoires, c'est quelque chose qui serait peut-être intéressant au niveau des financements sur l'immigration. Mais c'est une compétence fédérale, bien entendu, mais sur des questions comme la santé, par exemple, qui est une compétence provinciale, je trouve qu'il y aurait peut-être des relais ou des connexions à créer. Thank you, Benjamin. Any other panelists want to jump on this question? Lucetta? Yeah, je pense que comme Benjamin vient de le mentionner, au niveau du gouvernement, il faut qu'il y ait quand même une bonne rétribution des fonds dans nos communautés parce que le secteur de la santé est plus important. Parce que quand on parle des facteurs, disons, des déterminants de la santé, on a parlé presque de tout ce qui touche l'intégration des nouveaux arrivants aussi. Quand un nouveau arrivant a un bon logement, a un bon emploi, a une bonne éducation, a quand même beaucoup de possibilités pour s'intégrer dans une société, ça, ce sont les facteurs que les gouvernements peuvent aider nos organismes parce que nous avons des projets qui sont d'une année ou 2 ans. Ça n'aide pas du tout à aider ces communautés-là à être, disons, en bonne santé. Parce qu'il y a quelques années, même, il y avait une étude qui était sortie qui disait mieux vaut être anglophone et en santé. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même un problème au niveau de nos communautés francophones en situation minoritaire à ce niveau-là, parce qu'il faut aller toucher surtout, investir surtout dans des programmes qui touchent les facteurs de déterminants de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucetta. Juan? Oui, c'est pas toujours une question d'argent, c'est pas toujours besoin d'avoir plus d'argent, mais surtout avoir un peu plus d'ouverture au niveau des politiques. Et un exemple concret, c'est certains programmes d'orientation avant l'arrivée qui ont été mis en place et qui s'adressent exclusivement à certaines catégories d'immigrants. À cause qu'il y a une logique politique qui dit que la personne qui devient résident permanent va contribuer davantage à l'économie canadienne. Toutefois, au niveau des résidents temporaires, on a un grand bassin de personnes qui se préparent ou qui voudraient se préparer pour arriver au Canada. Et dans ce bassin-là, on a des travailleurs étrangers temporaires et on a énormément d'étudiants internationaux qui pourraient retirer un bénéfice important de tous ces services-là qui sont déployés à l'intention des résidents permanents pour mieux préparer leur arrivée au Canada, pour commencer à apprendre le Canada bien avant de mettre un pied au pays. Ça pourrait leur permettre de développer des pistes pour mieux s'orienter une fois qu'ils seront ici. Mais actuellement, ces services-là, selon ma compréhension, et je dis selon ma compréhension parce que je suis probablement pas à jour avec les informations, mais lorsque c'était le cas auparavant, c'était des services réservés à des personnes qui avaient déjà reçu une approbation de la résidence permanente. Thank you to all panelists for your answers. I'll move on to another question from the audience. And just a reminder, if you like one of the questions that's being asked, you can go and give it a thumbs up, and it will get asked first. The next question is, we found that staff needs opportunities for professional development. Is this something you are working on? Can you share a list of e-learning resources? Thank you.
So asking specifically for professional development opportunities to, I'm assuming, better address the needs of Francophone newcomers. What exists? What have you seen? What do you offer? Luqueta? Merci beaucoup. J'ai mentionné cela au début. Il y a une carence dans le dossier de la compétence des acquis. Dans nos communautés francophones, on n'a pas du tout de ressources concrètes pour aider vraiment l'intégration de nos professionnels immigrants qui nous arrivent ici. Il y a d'abord un problème de barrières linguistiques à ce niveau-là, qu'on n'arrive pas à résoudre à ce niveau. Vous allez voir que ces programmes-là de reconnaissance des acquis sont surtout du côté des anglophones. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça pose encore un problème d'assimilation à notre niveau de la francophonie, où ces gens-là sont obligés d'aller apprendre, disons, ces programmes-là au niveau des agences anglophones. Alors, quelqu'un qui a déjà des problèmes de barrières linguistiques, comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Nous avons des cas concrets avec nos médecins qui sont arrivés ici, qui n'ont jamais eu l'occasion d'être reconnus et tout. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore au comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada 2002-2005, j'étais le représentant de l'Alberta, j'avais demandé s'il pouvait avoir une possibilité d'intégrer ces médecins immigrants-là dans les programmes des ordres de médecins, disons, ceux qui vont travailler en Afrique. Là. Alors, oui, alors, il y avait tout un problème parce qu'il disait qu'on ne devrait pas, des médecins avaient des difficultés à intégrer ces médecins immigrants-là pour qu'ils aillent, disons, travailler en Afrique. Ils étaient déjà des citoyens canadiens. Alors, vous voyez qu'il y a des barrières partout. L'ordre des médecins disait que ce n'est pas leur problème, c'est les gouvernements. Et les gouvernements renvoyaient le balle encore au niveau de l'ordre des médecins. Alors, vous voyez, c'est une question de volonté. Si on veut régler cette question de reconnaissance des acquis qui n'a jamais été réglée jusqu'à aujourd'hui dans nos communautés, je pense que c'est à la communauté de faire un effort, de faire des pressions au gouvernement d'avoir des résultats à ce niveau-là. Jusque-là, je pense que nous n'avons pas de ressources concrètes dans nos communautés sur cette question. Merci. As a reminder for the panelists, the question is about, if you want to jump in, it's about opportunities for professional development in addressing the needs of francophone newcomers. Je vais juste, si tu permets, Antoine, rajouter un point. On propose, via donc, le programme Accueil en santé, aux agents d'établissement francophones de suivre une formation sur les enjeux de santé mentale que rencontrent les immigrants. Ça s'appelle les premiers soins santé mentale. Et cette formation permet de mieux comprendre ce que c'est que les enjeux de santé mentale et parfois justement faire le lien entre les ressources qui existent dans le système, qu'elles soient en français ou en anglais, mais pour vraiment apporter une réponse aux besoins de l'immigrant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on offre. On ne peut pas l'offrir à autant de monde, mais je vous encourage à aller voir la Commission de la santé mentale du Canada, d'aller voir les associations canadiennes de santé mentale, trouver les ressources qui existent pour les offrir à vos employés. Thank you, Benjamin. Yo terminaré, Antoine, en disant qu'au niveau de l'intégration professionnelle, des professionnels de la santé formés à l'étranger, il y a un manque important de navigateurs qui permettrait d'accompagner individuellement les professionnels francophones dans la compréhension du système de réglementation canadienne. Donc, au niveau que ce soit au niveau de la formation de mise à niveau, mais surtout au niveau de comprendre pourquoi il faut faire une mise à niveau et comment l'entreprendre au Canada, il y a une lacune importante. Malheureusement, on a toujours jeté les blâmes sur le gouvernement, sur les ordres professionnels, mais heureusement, il y a plusieurs organisations qui se rendent compte qui ont leur partie de responsabilité. Il y a des organisations qui se rendent compte qu'ils peuvent faire une différence et il y a des initiatives qui sont intéressantes, probablement prometteuses, pour accompagner les gens à naviguer le système de réglementation au Canada. Thank you, Juan.
I was told that to end the audience question at 1:50, but I like the next one, so I'm going to ask it and hopefully we can address it pretty quick. Do you think the COVID-19 pandemic highlighted some of the challenges and barriers in the healthcare system serving the Francophone communities? Were there unique ones, so unique challenges for Francophones facing COVID? Benjamin? Juste rappeler qu'effectivement, le gouvernement fédéral, dans le feu de l'action, a ouvert la porte du service unilingue et des produits juste en anglais, ce qui a créé de vraies difficultés pour des personnes unilingues francophones de comprendre ce qui se passait. On a la chance d'avoir eu des programmes de l'Agence santé publique, encore une fois, proposer des ressources pour aller mieux comprendre comment les immigrants, les itinérants, les personnes unilingues francophones ou les aînés isolés vivaient ces enjeux de pandémie. C'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de comprendre ce vocabulaire plutôt technique qui est adressé par les médias ou les gouvernements. Et je trouve que c'est intéressant que le gouvernement ait fait un effort pour équiper les organismes communautaires pour aller adresser ces questions. Merci Benjamin. Juan? Donc, oui, au Nouveau-Brunswick, mais lorsque la COVID nous a pris par surprise, tout le monde, et initialement, les communications se passaient surtout en anglais, dans une province officiellement bilingue. Finalement, le gouvernement a rajusté les tirs pour offrir de l'information un peu équivalente en anglais et en français. Dernièrement, je suis vraiment agréablement surpris de constater que le gouvernement partage des renseignements, entre autres au niveau de la vaccination, dans des différentes langues. Et ça, c'est très encourageant de voir que des initiatives comme ça prennent tranquillement place, parce qu'on sait qu'au niveau de la santé, on ne peut pas espérer que je vais me limiter aux langues officielles du Canada pour que la personne comprenne qu'est-ce qui se passe. Et donc, il est à l'avantage de tout le monde de redoubler des efforts pour aller informer la personne dans la langue que la personne est le mieux capable de comprendre. Merci Juan. Lucetta, une intervention sur la COVID-19? Je pense que la COVID a posé pas mal de problèmes au niveau de nos communautés. Nous avons vu une augmentation des cas de violences familiales à cause de ça. Il y a eu beaucoup de familles qui ont perdu d'emploi. Il y a eu aussi dans les cas où nos enfants immigrants se sont retrouvés dans des familles d'accueil, des choses qu'on n'avait pas connues, alors ça s'est accentué. Et puis, il y a eu aussi un problème des cas des immigrants qui ne voulaient pas se faire vacciner. Vous voyez, à cause de l'histoire aussi qu'on a eu avec les communautés noires et tout. Alors ça, c'est un problème que nous avons jusqu'ici à sensibiliser la communauté, surtout immigrante, à accepter à être vaccinée. Ça, c'est vraiment les problèmes que nous travaillons en collaboration avec d'autres organismes et encourager nos membres à accepter cela. Et il y a encore un cas qu'on oublie souvent. Dans les milieux carcérales, c'est un cas où on a souvent des immigrants qui sont aussi, des Africains aussi qui sont dans ce milieu carcéral-là. Et il y a aussi ces immigrants-là qui sont là, qui refusent de se faire vacciner. Alors là, on est en train de voir, en collaboration avec les membres de la communauté, de voir à ce qu'on puisse mettre en place quelques initiatives pour sensibiliser ces délinquants ethnoculturels-là à accepter d'être vaccinés. Ça aussi, c'est un problème. Notre organisme travaille pas seulement avec les membres de la communauté dans le cadre de développement communautaire, mais aussi, on travaille aussi à aider les délinquants ethnoculturels qui sont dans les milieux carcérales pour les aider à préparer leur insertion sociale dans la communauté. Voilà tout ce que j'avais à vous partager. Merci. Merci beaucoup. Thank you for everyone who posted a question in the Q&A box. Those questions, we won't have the time to address them all, but they will certainly be forwarded to the panelists today. We're now going to move to the last question of today. This is a slightly different format. Each panelist will only have 1 or 2 minutes to answer it, as we are due to finish at 2 p.m. Eastern Time. The question is the following. What can our N4 members do to better assist Francophone newcomers in their professional role? What is one thing they should take from this panel discussion that can better their own practice?
And for this last round, I will start with Benjamin. Merci Antoine. La chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les immigrants ne savent pas où chercher. Ils ne savent pas où chercher en anglais, ils ne savent pas où chercher en français. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour les aider, c'est de faire les demandes de documentation, de ressources ou les connecter à des services qui existent en français. Vous connaissez les systèmes, vous êtes là pour les aider, vous le faites d'ailleurs très bien, la plupart, mais sachez qu'il existe énormément de choses déjà en français ou des organismes comme les nôtres qui sont capables d'aller aider directement ces personnes dans leur langue. Ça, c'était vraiment le point majeur que je voulais vous signaler. La deuxième chose, c'est briser les silos. Vous travaillez en immigration, intéressez-vous à la santé. Vous travaillez en santé, intéressez-vous à l'immigration. Vous travaillez en éducation, vous êtes déjà en contact avec beaucoup de secteurs différents. Briser les silos, ça va au-delà des conceptions des bailleurs de fonds, mais c'est ce qui fait la réalité et la meilleure compréhension d'un immigrant qui va osciller entre je cherche un emploi, il faut que je m'occupe de mes enfants, et puis en plus, je vais tomber malade, alors comment je vais m'en sortir. Donc vous êtes là aussi pour leur permettre de découvrir et ensuite d'approfondir, grâce à des experts comme vous avez autour de cette table, différentes questions qui les touchent directement. Donc, voilà mes 2 points principaux. Merci. Juan, what is one thing people should remember today? Je pense que oui, je pense qu'il est très important de se rappeler qu'on est devant des personnes et pas nécessairement des groupes de personnes. Et donc, prendre du temps supplémentaire à chaque fois qu'on aborde un nouveau projet, une nouvelle initiative, et prendre le temps supplémentaire de l'analyser en focalisant sur les besoins individuels de la personne pour que ces initiatives-là soient adaptées à sa réalité et pas forcément de développer de nouvelles initiatives qui s'adressent à des immigrants originaires d'un tel pays ou d'une telle communauté ou d'une telle communauté linguistique. Lorsqu'on est capable de reconnaître que l'individu a une histoire et une trajectoire, et on est certainement mieux préparé pour répondre de manière un peu plus pertinente aux besoins de l'individu et de l'accompagner d'une façon plus précise. Merci beaucoup. Et Luqueta, la dernière intervention aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, tout ce que je demanderais aux 4N, N4 surtout, de nous considérer comme les alliés, de travailler ensemble parce que travailler avec les immigrants, il faut associer les immigrants dans le travail que vous faites. Et puis, pour aller chercher leurs besoins et puis voir comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins spécifiques de leur famille, des jeunes aussi, des hommes aussi qui se plaignent souvent, qu'on les oublie souvent. Alors, la santé mentale dans des familles, ce sont surtout les hommes aussi qui sont à la base des dépressions et tout, qui causent des problèmes dans nos familles. Je pense que nous devons aller chercher comment est-ce que nous devons intégrer les hommes dans le travail que nous faisons. Donc, N4 a une, disons, possibilité de travailler avec nos organismes dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you to all of our panelists. Warm hand of applause. I'm not sure if that option is unlocked on your Zoom, but I'm sure everyone will be clicking the little applauding hands. Thank you very much to all 3 of you. As for me, it was a pleasure to be moderating this panel today and to hear each of your experiences. Thank you for sharing. Just before I give it back to Andrew, please keep in touch with Société Santé en Français and N4. You can learn more about Société Santé en Français at www.santefrancais.ca. And I am looking forward to the future collaborations between SSF and N4. Thank you, everyone. Andrew, back to you. Thank you. Thank you so much, Antoine, and thank you so much to our panelists today. And also thank you to Catherine for doing an amazing job on the interpretation as well. Everybody, round of applause. Honestly, this has been an excellent panel discussion. Merci beaucoup tout le monde. And many thanks to you, the audience, for joining us today and engaging with us with your many, many questions. And you're welcome to join us again for any of our upcoming events as well. If you missed any part of today's panel discussion or would like to watch this session again, we'll be posting this recording to the N4 platform within the next week or so. We want to continue this dialogue that we've been having that this panel has started, and we'll be moving the questions that we didn't get a chance to answer to our online moderated discussion forum called the Meeting Place on our N4 platform. We've invited our panelists to respond to your questions here.
We've also curated several resources related to today's panel discussion from our panelists, SSF, as well as a variety of our partners. And you can find these within our resource toolkit, and we'll be linking them when we share the on-demand version of this recorded presentation. So if you haven't yet, please also sign up to newcomernavigation.ca for all our resources and learning opportunities. Along with that, following today's session, you'll be invited to complete a survey to share your feedback with N4. These surveys help us continuously improve and seek out new webinar content and opportunities that are responsive to topics that you, as the N4 member, are interested in. We kindly ask that you follow the link and complete this brief survey. Once again, one more time, many thanks to Benjamin, Lucetta, Juan, Antoine, merci beaucoup, and many thanks to Catherine for doing an amazing job interpreting. And many thanks to you, the audience, for joining us. And we hope that you can join us again at a future N4 event. Stay safe and stay well. Great job, everybody. Merci. Merci. Bravo, merci. Monde. Vous voulez répondre yeah, à les autres questions? Yes. I hope I said that right. Would you like to respond to the other questions, and then we can have this recorded, and then we can get it both en français and then translated through the transcript. I think Catherine left, but we can get that done up on our end. Would you like that, or if you have anywhere to be at this point? Yeah, I'll be disconnecting. I just wanted to thank everyone. Merci beaucoup, Benjamin, Juan et Lucetta. Un très grand plaisir. J'espère qu'on va se revoir très bientôt, que ce soit en personne, en virtuel ou dans d'autres forums. Là. Merci beaucoup. Je tombe dans une demande de financement très importante due dans
4 heures, donc Bon courage, Antoine. je me dépêche beaucoup. Thank you so much, Andrew and Mariah, for helping organize this. I put in the chat that a senator was present today, wow. so just so bien. you can know if you're not in touch with Senator Meiji, it's a good opportunity to reach out to her. She's been an ally for Francophone causes for a while. So Okay. thank you so much, Excellent. everyone. Thanks, Have a good Bob. day. If you need to reach out to me, you know where to get me. Job, yeah, great job. Bye, Yeah. Antoine. Yes. Moi Okay. aussi, je dois And good quitter. luck. Best of luck with your funding Yes. proposal. Thank you very much. Bye-bye. Moi aussi, Merci. je dois m'en aller. Je vous dis merci. Merci, Juan. Très Passez une bien, belle and journée. merci beaucoup. Yeah, Yeah. Merci, merci Thank you very beaucoup. much. merci, à la prochaine. merci. Merci beaucoup. À la prochaine, yeah. Bye. So, Andrew, Yeah. I was reading the question from Monique Best, Yes. which is in French, addressing to me directly. And the thing is, Merci, à la prochaine. au revoir, À la Luqueta. prochaine. Luqueta, Merci. serait possible